Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de vos Zoom. Désormais, vous connaissez le principe, on vous parle des rencontres à venir, des sommets à venir. Et le match dont on va parler aujourd'hui, c'est celui qui se profile entre Chelsea et Manchester City. Pour en parler, Christian, salut, comment vas-tu? Bonjour Jean-François, bonjour Patrick, bonjour Serge. Tout va très bien, très bien. On a repris le rythme maintenant et on est bien lancé. Patrick, tu es avec nous, tu alignes aussi les matchs pour le moment, hein, ici en Angleterre, je t'ai entendu commenter en Espagne, tu es partout. Ouais, en plus j'en regarde, donc je suis un peu en... Voilà, je comble le manque qu'il y a eu pendant 3 mois, mais on s'amuse bien. Et puis Serge nous a rejoint aujourd'hui. Serge, c'est toi qui commenteras ce match entre Chelsea et Manchester City. C'est toi qui commentais d'ailleurs aussi la rencontre de ce lundi entre City et Burnley. Oui, j'ai d'ailleurs commenté les deux derniers matchs de Manchester City. Bonjour à tous. Oui, j'ai le privilège de pouvoir commenter cette rencontre et je sens quand même une pointe d'excitation dans cette rencontre parce qu'on a deux équipes qui sont plutôt quand même bien revenues au premier plan avec la reprise de cette première ligue. Ouais, c'est un match qui promet certainement beaucoup. Avant de parler de cette rencontre en particulier, je vais faire un petit retour quand même avec vous sur les matchs qui ont eu lieu jusqu'à présent. On a joué 12 matchs, je pense, en Angleterre depuis la reprise et je voulais vous faire réagir par rapport à ceci. C'est-à-dire, on a souvent dit que le fait maintenant de jouer dans des stades vides n'avantageait plus nécessairement l'équipe qui joue à domicile. Cette infographie tente à aller dans le même sens. Ouais, oui, la tendance qu'on a surtout aperçue en Bundesliga, vu que c'est là où il y a eu le plus de matchs, se poursuit. Il y a eu surtout quand même, je trouve, des grosses différences de niveau, des scores assez lourds aussi, et ça, peu importe que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, ouais, la tendance se poursuit, l'équilibre se fait un peu plus, et donc la qualité des joueurs a encore plus d'importance, sans doute. Oui, on l'avait déjà vu évidemment en Bundesliga, on savait à quoi s'attendre. Ceci dit, on était très content de retrouver la première ligue, mais il faut quand même bien avouer que c'est une première ligue assez aseptisée. Comme en Allemagne, en Angleterre, le public est quand même très important et je pense que ça se voit surtout dans les matchs entre les équipes où le niveau est quand même un petit peu différent. En Angleterre, il y avait parfois quelques pourcents d'énergie qui étaient donnés en plus, surtout, je dirais, dans la partie émotionnelle du match, à partir de la 60e, où les équipes rentraient un petit peu dans des états de fatigue, où le public pouvait les pousser. Évidemment, ici, c'est plus le cas. Donc, je pense que ça doit être confirmé, mais évidemment, c'est les équipes avec les plus gros noyaux et la plus grosse qualité qui font la différence pour nous. Alors, j'avais Christian qui disait oui avec la tête. Tu confirmes ça, du coup? Oui, 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 en observant les différents matchs, on a vu surtout le premier avec Aston Villa et Sheffield, on a vu quand même que c'était c'était lent, il y avait très peu de possibilités de but et là c'est comme dit Serge, je crois, on sent que la force qu'ils ont quand ils jouent à domicile et qu'ils ont le public il n'est pas là pour faire ce petit plus et donc il n'y a pas trop de surprises pour le moment. J'ai remarqué, Jean-François, il y a peu de pressing haut finalement dans ces premiers matchs. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est le peu d'entraînement, évidemment. 3 semaines avec contact, c'est la moitié de ce qu'ils font d'habitude. Et je crois qu'il y a eu la peur de la blessure aussi. Si on regarde la première mi-temps du match entre Manchester City et Arsenal, il y a eu 2 blessés. Donc je pense qu'ils sont un petit peu avec le pied sur le frein aussi. Ils ont peur. Ça trotte dans la tête. Oui, s'ils ont peur de se blesser directement dès le premier match en tout cas. Il y en a partout des blessés, hein. Là, il y a Aguero qui s'est blessé aussi dans un contact normal. Il y a Milner. Leno qui est retombé après le contact avec Mopé et le genou a lâché. Ils sont Oui, très, mais il faut très, très préciser, fragiles. Christian, faut préciser que ce ne sont pas des blessures musculaires, parce qu'on s'attendait avec la fatigue à des blessures musculaires. Ce sont beaucoup de blessures aussi, qui sont des blessures, enfin voilà, tu parles Oui, de genoux, de chevilles. oui, mais Ouais. on sait aussi qu'il y a des impacts sur le ligamentaire quand le musculaire n'est pas assez fort pour soutenir les articulations. Et donc là, c'était une sortie assez normale. Il est venu, il a été un tout petit peu bousculé, mais quand on voit la position du pied après, je pense que c'est lié, en tout cas, sûr. On parlait de la Bundesliga, on peut analyser justement avec ce décalage en Bundesliga. Le taux de blessure a été assez augmenté aussi pendant les 2 premières journées. On craignait que ça augmente encore à la suite avec la fatigue et la répétition des matchs. Ça n'a pas été le cas en Bundesliga, ça s'est calmé, mais la répétition des matchs a quand même été moins dense que ce qui attend les joueurs en Angleterre. En Bundesliga, ils ont joué une fois, 2 fois à mi-semaine, tandis que là, ça va jouer tous les 3 jours tout le temps. Donc, la différence avec la Bundesliga va s'arrêter là et ça risque d'être encore plus dangereux pour les joueurs, malheureusement. C'est vrai que le rythme est infernal.
Alors, on va arriver à parler de cette rencontre donc, entre Chelsea et Manchester City. Le but, évidemment, d'être ensemble aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver quelques clés de lecture de cette rencontre. Alors, on va peut-être commencer par un avis très, 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 très général, avant que je ne rentre peut-être sur deux choses bien précises, mais je vais demander ça à Serge, puisqu'il commentait City hier. On a quand même vu que City, hier encore, à domicile, est assez impressionnant, parce que dans ces matchs qui se jouent finalement sans véritable rythme, l'atout qu'ils ont, c'est cette supériorité technique qui fait qu'aujourd'hui, ça passe assez facilement face à des adversaires comme Burnley. Effectivement, même face à Arsenal, j'ai fait aussi le match face à Arsenal et on a été quand même surpris de voir une équipe de Manchester City qui a repris sur un bon rythme avec de la possession évidemment. On a l'impression que la coupure n'a finalement pas véritablement embêté cette équipe parce qu'il y a énormément de qualité, parce qu'il y a des joueurs qui font la différence. Et si on prend les deux matchs, c'est quand même 3-0 face à Manchester City, 5-0 face à Burnley. Après, on dira que les deux adversaires étaient quelque part des gentils sparring partners, mais il y avait tellement de qualité en face. Et puis, il y a eu deux équipes différentes, puisqu'il a fait 8 changements entre les deux matchs, Pep Guardiola. Il a juste gardé son gardien, il y a juste David Silva qui était resté et Mahrez. Sinon, il avait changé toute l'équipe. Pour le deuxième match, De Bruyne était sur le banc, Sterling était sur le banc. Il a fait jouer Agüero qui s'est blessé en fin de première mi-temps, mais on a été vraiment impressionnés par l'homogénéité, par le niveau aussi physique. Ils ont dominé les deux matchs aussi bien techniquement que physiquement. Donc, ça a été un retour assez impressionnant. Et je dirais que c'est peut-être une des équipes Manchester City qui ne sera finalement pas trop gênée par le manque du public. Il y a tellement de qualité, finalement, ils sont presque libérés. Il n'y a pas de pression positive ou négative de la part du public. Ils jouent vraiment sur leur qualité. Et sur les deux premiers matchs, leur qualité était nettement supérieure à l'adversaire. Burnley hier, qui est une équipe, on connaît les qualités, c'est un jeu très direct, peu de possession, mais qui va au contact, qui va au physique, n'a jamais réussi véritablement à bousculer cette équipe de Manchester City. Et quand on peut se permettre de faire monter en deuxième mi-temps à De Bruyne ou faire monter Sterling ou compter sur le jeune Foden par exemple, on aura l'occasion d'en reparler, c'est quand même un atout assez incroyable. Et pour moi, c'est l'équipe qui a le plus impressionné sur les deux premiers matchs. Et c'est pour ça que ce sera très intéressant de les voir face à Chelsea en déplacement jeudi. Je suis d'accord. Je pensais, Serge, que tu allais tacler l'ambiance feutrée de l'Etihad en disant que ça allait pas les changer Je l'ai sous-entendu. Mais sinon, ça rappelle aussi la citation de Mourinho en début de saison, quand on lui a demandé les favoris pour le titre. Il avait dit Liverpool, l'équipe A de City et l'équipe B de City. Il avait raison, en fait. City peut gagner des matchs de Premier League avec deux équipes complètement différentes. Ça, je serais curieux de voir, par exemple, les formes de match que peut faire Guardiola à l'entraînement. Il a finalement 2-11. Je ne dirais pas de la même qualité, mais très proche. Et je pense que faire des matchs entre eux, c'est même plus important et plus efficace que de faire des matchs amicaux, par exemple, pour reprendre comme ils l'ont fait maintenant. Ça doit être assez impressionnant de les voir à l'entraînement. Bon, je vous emmène alors du coup sur le chemin de Chelsea, parce que là, ce sera peut-être un match un petit peu plus compliqué. D'abord parce que les Blues, je pense, possèdent réellement des qualités. Ils ont aussi cette ambition de se qualifier quand même pour la Ligue des Champions. Ils occupent actuellement la 4e place, donc ils veulent s'accrocher à cette 4e place. Alors, on va peut-être commencer sur Christian, le premier point sur lequel on veut peut-être insister quand on parle de Chelsea. On en a déjà évoqué un petit mot dans une émission précédente, mais ce sont ces fameuses attaques axiales, qui est un des points forts de l'équipe aujourd'hui. Oui, on l'avait évoqué lors d'un Zoom précédent et on avait vu que cette équipe avait une envie de se projeter rapidement par l'axe et venant de très loin. Et donc, on le voit sur l'infographie, une des qualités principales de plein jeu, c'est d'avoir marqué 19 buts marqués par pénétration axiale, avec 10 qui viennent d'une origine très basse, c'est-à-dire la hauteur du rond central. Et là, on va voir que par rapport à Manchester City, qui a encaissé 11 buts dans ses attaques axiales, dont 5 dont l'origine est le rond central, eh bien, c'est comme le confirmait Serge dans ce qu'on a vu dans le modèle de jeu offensif, c'est l'envie d'avoir cette possession de balle et d'être très très haut dans le camp de l'adversaire, de faire circuler le ballon. Et là peut se jouer un problème pour eux, c'est lorsqu'il y a une perte de balle ou un pressing axial et une reconversion rapide de la part de Chelsea qui pourrait, je dis bien, perturber la défense centrale de Manchester City, puisqu'on a vu que aussi dans un Zoom précédent que Manchester City avait déjà encaissé 6 buts sur reconversion rapide par l'axe cette saison, et donc ça peut être une des clés très importantes de ce match aussi.
Oui, simplement par rapport à ça, Patrick, quand on a préparé cette petite émission ici, tu disais que c'était justement l'un des seuls peut-être soucis, mais quand même un petit souci quand même, pour Pep Guardiola, ça reste quand même son axe défensif. Oui, même si on avait aussi déjà signalé que le retour de Laporte de blessure, et il n'a pas joué le match précédent, donc il devrait jouer ce match-ci si on suit la logique guardiolaine de faire une équipe puis une autre, pourrait soulager justement ces problèmes-là avec un vrai défenseur central établi qui a de la vitesse, qui sait se retourner. Voilà, mais quand on dit point faible de City, voilà, c'est petit point faible, c'est très petit point faible, mais c'est une source de danger et ça correspond à une qualité de Chelsea, donc ça va être intéressant selon moi de surveiller ce détail-là. Jean-François, moi j'ai un petit peu de mal parfois à résumer une efficacité offensive ou défensive d'une équipe à un seul joueur, mais le cas d'Aymeric Laporte est quand même très intéressant, puisqu'en préparant les deux rencontres de Manchester City, je suis retombé sur une statistique. Si on prend les matchs d'Aymeric Laporte depuis février 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an, il en a joué 20, avec celui d'hier soir, il est rentré en fin de match. Manchester City n'a encaissé qu'un seul but de plein jeu et c'était une frappe à distance. Bon, il a joué les six premiers matchs de la saison, puis il s'est blessé, il a un petit peu disparu et je crois que ça expliquait quand même fortement les problèmes défensifs de City qui a encaissé beaucoup plus de buts cette saison que sur les deux saisons précédentes. Déjà maintenant, alors qu'il reste 8 matchs, ils ont encaissé plus que l'année passée et plus qu'il y a 2 ans lorsqu'ils ont été champions. Donc la présence d'Aymeric Laporte, et il peut jouer avec plusieurs joueurs. C'est vrai que Kompany avait été important aussi fin de saison dernière, mais Laporte, il avait joué la saison dernière avec Fernandinho déjà, avec Otamendi. Bon, il y a Garcia aussi maintenant qui s'est blessé. Normalement, il ne sera pas là jeudi. Je suis presque sûr et certain qu'il va commencer jeudi parce que c'est vrai qu'il a pas commencé hier. Donc, la présence d'Aymeric Laporte change quand même la donne en matière défensive pour Manchester City. Le paradoxe est intéressant aussi parce que autant d'un côté on vante l'aspect collectif qui peut être interchangeable chez Guardiola, autant on sent ici qu'il est dépendant d'un seul joueur au niveau défensif. Et donc c'est intéressant d'observer que malgré les dépenses importantes avec Stone, avec Otamendi, avec d'autres joueurs… Mangala à l'époque, Mangala aussi s'est planté à Manchester City. D'autres de joueurs de haut niveau, on voit quand même que malgré tout, c'est un domaine qui ne maîtrise pas encore à la perfection par rapport à d'autres entraîneurs, mais c'est parce que je pense que l'orientation est toujours offensive, et donc ce n'est pas, à mon avis, quelque chose qui travaille de manière durable à l'entraînement, ça c'est sûr. Tu parles d'offensif, on va venir sur justement ce qui est sans doute la grosse qualité de City, c'est la symétrie des attaques aujourd'hui. C'est vrai, quand on regarde cette équipe, on a le sentiment que le danger vient de partout. C'est même des chiffres un peu étonnants de les avoir comme ça et c'est remis au goût du jour. C'est-à-dire que tu as comptabilisé les 5 buts qu'ils ont marqués hier. Oui, on a ajouté les 2 buts de plein jeu hier puisqu'il y avait 2 buts sur corner et un penalty. Et donc, on observe en fait que de plein jeu, c'est le danger qui vient de partout. Et c'est tellement équilibré que c'est difficile à contrer. 28 buts de plein jeu par l'axe, c'est la meilleure performance en Première Ligue. 16 buts par le flanc droit, c'est la meilleure performance. Et 16 du flanc gauche, c'est la 2e ou la 3e performance. Donc, il n'y a rien de plus à ajouter. C'est vraiment une grosse difficulté pour pouvoir les contrer défensivement. Moi, j'ajouterais, Jean-François, que le danger peut venir de n'importe où, mais aussi de n'importe qui. Oui, absolument. N'importe qui dans les joueurs offensifs parce qu'ils sont à 12 buteurs différents, ce qui est pas mal, mais une équipe comme Liverpool et d'autres sont à 16, donc il y a un peu plus de variation parce que les défenseurs, on va dire, marquent moins. Mais quand il y a autant de joueurs offensifs qui peuvent marquer des buts, il n'y a pas besoin de faire marquer les défenseurs. Est-ce que vous pensez Chelsea capable de résoudre cette équation-là? C'est ça qui est intéressant puisque c'est de ce match-là dont on parle. Je pense que pour résoudre cette équation, il faudra marquer plus de buts que Manchester City. La difficulté, c'est d'un côté, on a une équipe, quand on voit sur les 2 matchs contre Arsenal et Burnley, hier, ils se présentent en faisant voyager le ballon de gauche à droite, ils se présentent par série de 5, par vague de 5, qui répartissent chaque partie de la largeur du terrain et ils arrivent comme un tsunami dans le rectangle adverse et donc il y a des occasions incroyables. Et de l'autre côté, on a Chelsea qui a des moments est très très bon défensivement, mais il y a des moments de flottement depuis le début de la saison.
tous les spécialistes le font remarquer, il y a des moments où ça flotte terriblement. Et je pense que contre Manchester City, s'il y a des flottements comme ça, il n'y a rien à faire, quoi. Ouais. Vas-y, Patrick. Lampard est quelqu'un qui prépare très bien ses matchs. Hein. Il connaît Mourinho par cœur, par exemple. Donc, il a supposé des problèmes à Mourinho. Et il s'adapte toujours un petit peu à l'adversaire sans quitter non plus son style. Mais le problème, c'est comment préparer un match contre Guardiola qui peut aligner deux équipes complètement différentes, on a dit, qui peut même des combinaisons offensives différentes selon les profils des joueurs. Donc même cette qualité-là de Lampard de savoir préparer une rencontre, mais il ne sait pas du tout quelle équipe il va affronter. Il peut avoir des idées, bien sûr, on peut avoir des idées, mais Guardiola aussi, il peut en avoir. Donc même pour ça va être compliqué pour Lampard. Ceci dit, cette saison, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont trouvé des solutions contre Manchester City, donc c'est pas imparable. Pas comparé à la saison passée, mais cette saison, il y a quand même... je ne sais pas, il y a 20 points de différence, 18 20. Il y a 20 points. Il y a 20 points. Ça veut dire qu'il y a 20 points qui ont été… On a l'impression qu'il y a une nouvelle saison qui a commencé pour Manchester City. Bon, le championnat, c'est bien. C'est une manière aussi de frauder pour la Cup. Ils vont déjà la jouer le week-end prochain. Et puis, la dernière partie de la Ligue des Champions. Mais l'avantage de Guardiola, c'est qu'il a une boîte de Lego en main. Il s'amuse à mettre des pièces, à les enlever, à les changer. Il pourrait éventuellement mettre 2 équipes. Et je crois que le plus dur pour lui, c'est de mettre finalement 11 noms sur le terrain. Moi, je vais citer un nom, c'est Phil Foden, qui était rentré au jeu face à Arsenal, qui a joué, il est sorti en fin de match, mais il est titulaire hier. C'est plutôt un milieu axial. Bon, il a été très bon chez les jeunes en Angleterre. Avec Chelsea, il était champion du monde, notamment chez les U17. Avec Manchester City, pardon, il était champion du monde avec les U17. Hier, il a joué sur le côté gauche, d'une manière un petit peu plus offensive, et on a vu ce qu'il était capable de faire. Je pense que c'est un joueur capable aussi de marquer facilement. C'est quelqu'un qui peut animer le jeu. Donc, c'est aussi finalement un joueur qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-ci à ce moment de la saison. Il n'a que 20 ans et pendant Guardiola le gardait quand même bien sous le côté. Il a d'ailleurs dit dans une interview, je pense que c'était l'été dernier, c'était le joueur le plus talentueux qu'il a jamais eu. Je ne sais pas ce que Lionel Messi en pense, mais quand même, si c'est Guardiola qui le dit, c'est assez important. Donc, non seulement il a déjà des joueurs expérimentés avec un David Silva qui va partir de Manchester City, mais qui va sans doute terminer en beauté. Il a beaucoup de joueurs de talent, mais en plus, il a ce facteur X en plus avec Phil Foden. Bon, ça, je suis obligé de vous arrêter sur l'aspect collectif des choses, mais simplement, vous serez d'accord avec moi, tous les trois, on donne l'avantage collectif à City dans cette rencontre. Oui. On est d'accord? Bon, alors on va aller sur les individualités maintenant. Quand on parle d'individualité, à Chelsea, j'ai envie de pointer les 2 attaquants. On va comprendre pourquoi quand on regarde peut-être l'infographie de Christian, mais voilà, ils sont 2 très différents. L'un est jeune et on le découvre, l'autre on le connaît vraiment très très bien. On a 2 spécificités différentes aussi. Qui explique? Oui, Abraham qui vient d'Aston Villa en Championship, qui avait été le meilleur buteur, il est passé là, il s'est directement adapté au système de Lampard, qui lui aussi était entraîneur à Derby County en Championship, donc il connaissait un peu le système et le modèle de cette division-là. Il s'est adapté directement, il a marqué 13 buts cette saison, tous de plein jeu, et donc avec 5 dont l'origine est à hauteur du rond central, ça nous rappelle le modèle qu'on avait expliqué un peu plus tôt. Donc il s'est adapté directement et malheureusement il a mis Michy Batshuayi sur le côté parce qu'il était beaucoup plus performant dans ce domaine-là. Et puis de l'autre côté, on a Olivier Giroud qui a marqué 3 buts sur les 4 derniers matchs. Un joueur d'expérience, hein, d'un joueur de grande expérience aussi. Oui, et qui a prolongé, donc qui a senti quand même qu'on lui faisait confiance encore, malgré des fois des performances en demi-teinte. Mais là, il marque le but de la victoire sur un magnifique tir en pivot légèrement dévié contre Aston Villa. Il est présent, il est de retour, et c'est 2 joueurs sur lesquels il faudra compter. Problème de choix pour Lampard qui n'en alignera qu'un des 2. Et Christian l'a déjà un peu évoqué. Gros problème pour Batshuayi, hein, qui n'apparaît plus du tout dans les plans, je pense, de Lampard. Alors, il y a eu quelques échos venus des entraînements ou même dans des oppositions à 11 joueurs de Chelsea contre 11 autres joueurs de Chelsea. Batshuayi, il a commencé ce match-là sur le banc. Il n'a joué que la dernière demi-heure du match. Il n'était pas repris, il n'était pas dans le groupe pour le match face à Aston Villa. Il y a même des photos de lui qui sont apparues dans la presse anglaise, dans les studios de Chelsea, où il n'y avait pas de numéro de maillot sur son matériel d'entraînement, et c'était le seul dans le cas. Le cas Batshuayi, voilà, on va pas faire tout. Il est en partance, c'est fini, quoi.
Il est en partant, il va s'en aller. S'il veut s'en aller, oui. Moi, en tout cas, je suis très impressionné. Bon, c'est malheureux évidemment pour Batshuayi, mais je suis très impressionné et par Tammy Abraham et par Olivier Giroud pour des raisons différentes. Tammy Abraham, j'ai revu encore ses 13 buts marqués avant l'émission. C'est quand même un joueur qui n'avait pas connu la première ligue avant. Il a été formé à Chelsea, il a été s'aguerrir en Championship à Aston Villa. Il a fait un début de saison quand même tonitruant. Ça a été un peu plus compliqué début 2020. Il a eu des problèmes à la cheville également. Mais c'est vrai qu'il y a quelques buts où il part du rond central, il est capable de faire des courses vers le but. Mais les autres buts, il est souvent planté entre les deux défenseurs centraux. Il est face au but à 5-6 mètres et il rate quand même rarement la cible. Donc j'étais quand même très impressionné de revoir ses buts et de se dire que bon, c'est un jeune attaquant de 20-21 ans. Il a peut-être 22 maintenant, mais il a un talent énorme, 1m91, c'est un gabarit. Il va vite, il est capable de se positionner. Il a vraiment un sens du but qui est quand même impressionnant. Un sens du but bon, qu'Olivier Giroud n'a pas vraiment. Je crois que la meilleure saison avec Arsenal, c'était 16 buts au maximum. Mais Olivier Giroud, c'est sa longévité et puis c'est son caractère. Je me souviens avoir déjà dit de lui dans un match que c'est le genre de joueur, on le met à la porte, on essaie de le pousser vers la porte, il rentre vers la lucarne ou il revient par la lucarne. C'est ce qu'il fait encore à Chelsea. Jusqu'aux dernières minutes du mercato, il était en partance pour l'Inter, vers Milan. Finalement, il est resté et il pourra encore être titulaire face à Manchester City. Il marque en plus. Ouais. On l'a, à mon avis, souvent sous-estimé. Il a quand même été champion du monde. On l'oublie, même s'il n'a pas marqué de but et que ça fait un petit peu sourire tout le monde. C'est quand même un attaquant qui est là et même s'il ne marque pas toujours, il bosse pour l'équipe et il travaille surtout pour les autres. Et sur votre sensibilité à vous, dans ce match-là, qui sera préféré, l'homme en forme ou celui qui correspond au modèle de l'équipe? On a vu que City est friable sur les reconversions rapides, donc plutôt Abraham, avantage Abraham. Voilà, si c'était moi, avec mes petits éléments, mes petits moyens. Abraham n'a pas joué le match précédent non plus aussi, enfin il ne l'a pas commencé, c'est Giroud qui l'a commencé. Est-ce que c'était pour le préserver pour le match ici, ou est-ce que c'est parce que il a été justement longtemps absent, encore plus longtemps absent vu qu'il a les problèmes de cheville avant le confinement. On n'a pas l'état physique non plus de tout le monde, mais voilà, sur un critère peut-être purement tactique, jouer les reconversions rapides, ça peut être l'idée. Je dirais que ça dépendra aussi des deux autres joueurs. Si c'est Pulisic côté gauche, si c'est Willian côté droit, ça dépendra aussi de la combinaison, à mon avis. Alors évidemment, on a aussi cherché et trouvé facilement une individualité de l'autre côté, puisqu'on avait on avait envie de parler encore de Kevin De Bruyne. Lui, il a un objectif cette saison, c'est d'atteindre la barre des 20 assists, qui lui permettrait de rejoindre ou de battre Thierry Henry. 20 assists, c'est le total de Thierry Henry il y a une quinzaine d'années, c'était en 2004, je crois. 20 assists. En une saison. Il est à 16 actuellement, mais ce que j'ai expliqué dans le premier Zoom qu'on avait fait, il avait cette possibilité de commencer toujours dans le système à droite, d'avoir la latitude de voyager sur toute la largeur du terrain dans la zone offensive. On le voit ici, il a la possibilité de donner aussi des assists dans un jeu direct venant de l'axe, mais il adore se déporter sur le flanc droit et de pouvoir centrer. Et voilà, c'est clairement son modèle et c'est exprimé sur l'infographie. Il a quand même perdu une cible avec la blessure d'Agüero, voilà, dont sans doute c'est la fin de saison. On sait que la connexion est bonne. Bon, il y a quand même d'autres noms du côté de City, Gabriel Jesus et d'autres. Il les a déjà bien servis aussi. Donc voilà. Mais la blessure d'Agüero, c'est quand même un coup dur pour City. Je lui souhaite évidemment de battre le record de Thierry Henry, même si c'est Thierry Henry. Mais je ne suis pas sûr qu'il va jouer tous les matchs. Donc, ça risque aussi d'être un petit problème finalement de temps de jeu sur la fin. Je pense que Guardiola va faire énormément tourner son effectif. Mais je pense que s'il y avait une saison normale, il aurait battu sans problème ce record de 20 assists. On l'a encore vu hier quand il est monté au jeu. Alors, il y a sa précision, il y a son agilité, mais il y a aussi son moteur. Il a un moteur vraiment très impressionnant. La manière dont il est capable de se déplacer, de se retrouver à tous les endroits du terrain. Il faut voir sa heatmap. Vous savez, c'est les points sur les balles touchées, ça reste toujours impressionnant. On le connaît, on connaît ses qualités, mais on est quand même à chaque fois impressionné de le voir jouer. Il faut quand même préciser que même s'il atteint la barre des 20 assists, que Thierry Henry était quand même un attaquant et pas un milieu de terrain par qui tous les ballons passaient et qui avait l'occasion de donner des passes profondes. Donc c'est quand même les 20 assists d'un attaquant, c'est quand même
plus impressionnant que les 20 assists. Et qui marquait 20 buts aussi en plus. En plus. Je ne connais pas le total de cette saison-là, mais il avait au moins 20 buts. Bon, de toute façon, l'objectif aujourd'hui de se retrouver aujourd'hui, c'était de parler évidemment de cette rencontre entre Chelsea et Manchester City. Si je lis entre les lignes, quand même, avantage à City. Mais bon, Chelsea. Ouais, je voudrais quand même revenir, Jean-François, sur le travail extraordinaire de Lampard cette saison. On rappelle quand même que Chelsea n'a pas pu transférer. Ils avaient fait Pulisic quelques mois avant. Il a entamé une saison de transition, soi-disant. Ils sont quatrième, ils sont bien installés, 5 points d'avance maintenant sur Manchester United, avec des gamins. On n'a pas parlé de Mason Mount, mais il y en a d'autres aussi, Tomori, etc., avec Abraham. Donc, franchement, s'il parvient à accrocher cette quatrième place, peu importe le résultat face à Manchester City, ça restera une saison remarquable. Première saison aussi au plus haut niveau pour Frank Lampard, une légende du club. Donc, ce serait un véritable aboutissement pour lui. En fait, ce sera un match entre deux équipes assez comparables, mais où l'une fait un petit peu tout mieux que l'autre. J'ai regardé un petit peu des chiffres comme ça. Vous avez les deux équipes qui tirent le plus en première ligue, mais City au-dessus. Vous avez deux équipes qui sont dans le top 4 de celles qui centrent le plus, mais City au-dessus. Les deux sont dans le top 4 des équipes qui dribblent le plus, mais City au-dessus. Et ce sont les deux équipes qui se créent le plus de corners, mais City au-dessus. Et ce sont les deux des trois équipes qui font le plus de passes par match, et là aussi City au-dessus. Donc, chaque fois, Chelsea est tout proche de City dans des catégories très hautes de la Premier League, surtout des catégories offensives là, que je vous ai citées. Mais City est chaque fois un petit cran plus haut aussi dans le style de jeu. Et enfin, sur le plan défensif, ce sont les deux équipes qui concèdent le moins de tirs aussi. Donc, ça s'annonce serré si on prend que ça, mais on a dit aussi pourquoi il y a un petit avantage City peut-être. Donc, si je vous écoute, ce sera un très bon match, mais City sera légèrement au-dessus. Voilà, c'est ça. On peut résumer ça comme ça. Ouais. Et je voudrais juste peut-être rajouter un petit mot. C'est vrai qu'on a parlé de Michy Batshuayi, on n'a pas parlé de l'arrivée de Timo Werner, donc ce sera vraiment bouché pour Batshuayi la saison prochaine. D'ailleurs, il est même plus sur la feuille de match, donc je pense qu'il a déjà débuté la recherche d'un nouveau club. Ok, parfait. Bon, ben voilà, je pense que pour cette rencontre, on a dit les choses essentielles. Évidemment, un match, c'est toujours pas mal d'imprévus, mais on essaye quand même d'orienter un petit peu l'œil. Il faut dire que sur le dernier Zoom qu'on avait fait, on était plutôt bien, hein, Christian. On avait mis l'accent sur 2-3 points. C'était ça. Ben oui, la pénétration, l'infiltration par l'axe de Bergwijn pour Tottenham. Et alors le penalty de Bruno Fernandes, il ne pouvait pas faire mieux. 50% des buts sur les 2 dernières saisons sur penalty. Comment il pouvait marquer autrement et par contre, on a eu une très bonne réaction de Pogba. On était un peu dubitatif, mais c'est lui qui provoque le penalty. Et il a fait une passe centrale exceptionnelle qui a navigué sur tous les réseaux sociaux. C'était très, très impressionnant. Donc, mais bon, il avait une petite revanche aussi à prendre avec Mourinho, mais on n'était pas loin. Ben voilà, je propose que pour cette présentation de match Chelsea-City, on s'arrête ici. Et on rappelle quand même que des matchs, il y en a tous les jours en Angleterre, qu'il faut suivre ça de près, bien évidemment. On joue tous les jours quasiment. Donc voilà, c'est à suivre. On fait le point chaque fois dans l'Europe des 11. On essaie de se retrouver sur vos Zooms également. Serge, on peut en tout cas te souhaiter un chouette match. Je suis certain que ce sera un très bon match et qu'il y aura pas mal de buts à la clé, que ça va être un football offensif, ouvert et spectaculaire. Voilà. Je l'espère en tout cas de tout cœur. Vous allez encore dire que c'est moi qui dois la ramener avec ça, mais le résultat peut influencer l'attribution du titre de champion d'Angleterre aussi. Et c'est quand même On attendait que vous le précisiez. C'est parfait. Vous savez que la seule chose qu'on essaie de mettre en place pour le moment, et c'est assez dur il faut reconnaître, de faire passer le message à la fois à Liverpool et à Manchester, c'est qu'ils se préservent pour la confrontation entre les deux. Donc, on essaie de faire passer le message. On les appelle souvent, mais je ne sais pas si les entraîneurs entendent. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas tous les trois pour cette petite émission. On espère en tout cas que ceux qui nous écouteront verront ce match d'un autre œil peut-être, et puis on verra après si on a eu les bonnes idées ou si on a attiré l'œil sur les bonnes choses. Merci en tout cas à tous les trois, et puis on se retrouve très vite évidemment pour un autre Zoom, et puis également sur les antennes de Sport World pour le foot anglais. À très bientôt. Bye bye.